Salut, salut! Qu'est-ce qui justifie le réalisme épistémique? Je vous rappelle que le réalisme, ça consiste à dire que, premièrement, il existe une réalité objective et deuxièmement, on est capable de la connaître partiellement. Pour le formuler autrement, ce qu'on perçoit par nos cinq sens correspond en partie à une réalité qui se trouve à l'extérieur de notre cerveau. Donc, tout ce qu'on perçoit n'est pas le produit de notre imagination. Est-ce que vous voyez mon pendentif? Je suppose que tout le monde peut voir que ça représente un renard. Voyez-vous le dessin sur mon chandail? Les mots écrits à côté? J'imagine que ceux qui connaissent Richard Dawkins ont reconnu un dessin caricatural de lui. Ceux qui ne le connaissent pas, mais vous voyez à tout le moins que c'est un dessin d'un homme. Mais la question ici, à laquelle Sokal et Bricmont répondent dans leur chapitre des impostures intellectuelles, le relativisme cognitif en philosophie des sciences, c'est qu'est-ce qui justifie la conviction que nos perceptions sont en adéquation au moins partielle avec le réel. Et que du coup, vous avez raison de vous fier à vos perceptions. Quelle raison est-ce que vous avez de conclure que je porte vraiment un chandail avec une caricature de Richard Dawkins et un pendentif en forme de renard? Si vous y pensez honnêtement, vous êtes tous réalistes sur le plan épistémique. À plusieurs reprises dans leurs textes, les auteurs mentionnent que personne n'est sincèrement relativiste en ce qui concerne les faits. Tout le monde se fie à ses sens dans la vie de tous les jours. Ils écrivent ceci: même les connaissances les plus banales de la vie quotidienne dépendent entièrement de l'hypothèse selon laquelle nos perceptions ne nous trompent pas systématiquement et sont bien produites par des objets extérieurs à nos sensations et qui, d'une certaine façon, leur ressemblent. Alors, c'est vrai que chacun a ses perceptions et si on discute de ces perceptions, on peut constater des différences entre les perceptions de chacun. Mais on tient pour acquis que les perceptions sont quand même en partie conformes à la réalité telle qu'elle est, indépendamment de nous. Alors si, par exemple, vous regardez la présente vidéo en compagnie d'autres gens, tout le monde va voir la même phrase écrite. Tout le monde va voir que Croque-Mitaine vient encore de sauter sur mon épaule, comme dans mes deux précédentes vidéos. Bonjour ma belle, veux-tu me laisser faire ma vidéo? Alors, pour ce qui est de la caricature, ici, il y en a qui trouvent qu'elle est ressemblante et il y en a d'autres qui trouvent que ça ressemble pas du tout à Richard Dawkins. Et si ça n'avait pas été de sa phrase célèbre écrite à côté, ils n'auraient pas reconnu que c'était Dawkins. Mais, en tout cas, tout le monde voit bien que c'est le dessin d'un homme. Si on reprend mon pendentif, quand je l'ai vu au magasin, j'ai pensé que c'était un loup. C'est celui qui me l'a vendu qui m'a dit que c'était un renard. J'imagine qu'on pourrait aussi penser que ça représente un coyote. Ça aurait de l'allure. Mais clairement, ça ne représente pas un lion, n'est-ce pas? On voit bien que ça représente un canidé. Et d'ailleurs, quand je l'ai acheté,
J'ai dit au gars qui me l'a vendu, c'est vraiment fait pour moi, ce pendentif-là, parce que non seulement j'adore les renards, mais en plus j'aime beaucoup les lunes et il y en a une sur le front. Et le vendeur n'avait jamais remarqué que le renard avait une lune sur le front. Et peut-être que vous non plus avant que je le dise. Mais quand je lui ai dit, il l'a regardé, il a dit « Ah, ben oui ». Donc, on ne remarque pas tous les mêmes choses, mais on arrive à faire voir aux autres ce qu'on remarque. Bref, nos perceptions, elles sont en grande partie partagées. Et c'est justement un des critères qui ressort de l'argumentation de Sokal et Bricmont, en fait un des arguments en faveur du réalisme épistémique, c'est le fait que nos perceptions soient partagées. Si elles n'étaient pas causées par des objets extérieurs à notre cerveau et qu'elles n'étaient pas en partie en adéquation avec ces objets-là, comment est-ce qu'on pourrait expliquer qu'on perçoive tous en bonne partie les mêmes choses? Donc, premier argument, le caractère partagé de nos perceptions. L'autre critère qui est relevé par Sokal et Bricmont pour justifier le réalisme épistémique, c'est la cohérence de l'expérience. Vous pouvez vous fier à ce que vous avez expérimenté par le passé pour faire certaines prévisions sur ce qui va se passer plus tard. On peut prendre un exemple très très banal. Si vous vous préparez à sortir de chez vous le matin, vous regardez par la fenêtre et vous voyez qu'il y a des nuages gris. Vous en concluez qu'il vaut mieux apporter un parapluie, parce que vous savez par expérience que les nuages gris sont souvent suivis de pluie. Et bien souvent, en bout de ligne, vous constatez plus tard que vous avez eu raison d'apporter un parapluie. Admettons que, comme moi, vous vivez au Québec, puis admettons qu'on soit à la fin septembre, au mois d'octobre, c'est le matin, vous regardez par la fenêtre, il fait un beau soleil. Mais même s'il fait un beau soleil, vous allez peut-être apporter un parapluie. Parce que vous savez qu'au Québec, c'est pas parce qu'il fait soleil le matin qu'il va faire soleil toute la journée. On a plusieurs saisons par jour ici. Alors, les perceptions sont cohérentes. Sokal et Bricmont ont écrit « Les historiens, les détectives et les plombiers, en fait tous les êtres humains, utilisent les mêmes méthodes d'induction, de déduction et d'évaluation des données que les physiciens ou les biochimistes. La science moderne essaie de le faire d'une façon beaucoup plus systématique. » Alors, autrement dit, Sokal et Bricmont présentent la science comme la systématisation de la rationalité ordinaire. Dans la vie de tous les jours, vous vous fiez à vos expériences passées et présentes pour ajuster votre comportement pour atteindre vos objectifs quotidiens. Dans l'exemple que j'ai donné précédemment, celui de ne pas être mouillé par la pluie, donc vous apportez un parapluie. Vous prenez l'autobus pour aller travailler, vous allez trouver l'arrêt d'autobus sans aucun problème, parce que vous supposez généralement avec raison que l'arrêt va être au même endroit que la dernière fois que vous l'avez vu, et qu'en suivant le même chemin que vous suivez d'habitude, vous allez vous y rendre. Quand vous entendez la sonnerie de votre téléphone, habituellement, c'est le signe qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous appelle ou qui vient de vous envoyer un message texte. Je vais donner raison à Sokal et Bricmont quand ils disent que personne
n'est vraiment relativiste sur le plan épistémique. Imaginez que vous courez en ville et à un moment donné, vous voyez un mur de briques devant vous. Si on veut être vraiment pointilleux, vous ne pouvez pas prouver hors de tout doute que le mur de briques n'est pas un produit de votre imagination. Même s'il y a quelqu'un près de vous qui confirme qu'il y a un mur de briques, peut-être que ce quelqu'un est aussi un produit de votre imagination. Mais je serais prête à parier que vous allez prendre parti en faveur du réalisme épistémique et que vous allez choisir de vous arrêter de courir ou de changer de direction avant d'atteindre le mur. Vous n'aurez pas envie de choisir de croire que vos perceptions dépendent de vous et que vous n'avez qu'à croire que le mur n'existe pas vraiment pour pouvoir le traverser en courant. Bref, dans la vie ordinaire, on se fie à ses perceptions et on le fait avec un bon succès quand même. Et c'est à partir de ça que Sokal et Bricmont vont rejeter la méfiance par rapport à la science. Puisqu'elle n'est rien d'autre que la systématisation de la rationalité ordinaire, il est incohérent de se fier à la rationalité ordinaire tout en se méfiant de la science. En science, comme dans la vie ordinaire, on utilise l'expérience, la méthode empirique, mais on l'utilise de manière plus efficace, d'autant plus fiable, parce que les expériences, elles sont contrôlées, elles sont répétées, elles sont vérifiées par plusieurs personnes. On utilise des appareils qui permettent de percevoir des choses qu'on ne peut pas percevoir en utilisant seulement nos facultés naturelles. Et comme dans la vie ordinaire, les expériences passées et présentes, on les utilise pour ajuster le comportement humain et atteindre plusieurs objectifs, des objectifs humains, notamment la médecine et la technologie. On fabrique toutes sortes de technologies grâce aux connaissances scientifiques pour répondre à des besoins humains. Eh bien, la médecine, on acquiert des connaissances qui permettent de guérir de plus en plus de maladies. Et comment expliquer le succès de la science, sinon en admettant qu'on a raison de considérer que l'expérience humaine est en adéquation partielle avec la réalité. Pour le formuler autrement, le succès de la science est un argument très fort en faveur du réalisme épistémique et on peut d'ailleurs faire le lien avec la fameuse phrase de Richard Dawkins « It works, bitches », fameuse phrase que vous pouvez entendre directement de la bouche de Dawkins dans le lien en dessous de cette capsule vidéo. Alors, je réitère que le réalisme épistémique, oui, c'est un parti pris philosophique, et non, on ne peut pas en prouver la validité hors de tout doute, mais Sokal et Bricmont donnent des bonnes raisons d'accepter ce parti pris philosophique. D'ailleurs, je vous rappelle que dans une capsule précédente, dont vous pouvez trouver le lien en dessous de celle-ci, j'ai expliqué la différence entre incertitude et subjectivité. Ce n'est pas parce que le réalisme, tout comme les résultats des travaux scientifiques d'ailleurs, ne sont pas d'une certitude mathématique, que ça justifie de conclure que la vérité est subjective, encore moins de croire qu'il n'y a pas de manque de rigueur à croire ce qu'on veut qu'il soit vrai, plutôt que de se fier à des expériences rigoureuses. Dans une prochaine capsule, je vais d'ailleurs revenir
sur la notion de preuve. Mais avant, je vous retrouverai la prochaine fois pour expliquer pourquoi le relativisme moral n'est pas plus défendable que le relativisme épistémique.